changer un peu de perspective. Donc aujourd'hui, on va continuer d'explorer une notion qu'on avait vue avant les vacances avec ce principe de random walker qui utilisait des variables. Et on va continuer aujourd'hui d'explorer ces notions de variables en fait qui sont fondamentales dans la programmation, hein, de façon générale. Les variables, ça va permettre de stocker de l'information, donc de venir écrire de l'information dans la mémoire de l'ordinateur et de venir aussi extraire ces informations. Donc on va passer par par des symboles ou en tout cas des notions qui s'appellent des variables. Et aujourd'hui, on va s'en servir, on va apprendre à manipuler principalement des images dans P5.js. Donc je vais vous montrer comment on va charger des images, comment on va extraire des informations de ces images, donc à travers cette notion de variable, et comment on va aussi pouvoir aller manipuler les pixels de ces images. Donc ça, on va faire plusieurs exemples autour de ce principe. Voilà. Donc la semaine prochaine, donc ça permettra de faire la transition avec la semaine prochaine, donc avec lundi, où on va commencer à voir un petit peu, grâce à ces variables, la modélisation d'objets. En fait, alors la semaine prochaine, on modélisera une bille, vous allez voir, qui va rebondir sur l'écran, enfin en tout cas sur les côtés de l'écran. Et on utilisera donc cette notion de variable, et puis j'introduirai une nouvelle notion, qui est la notion de branchement, donc qui fait partie des notions aussi incontournables de la programmation, et qui va nous permettre, les branchements, de n'exécuter qu'un bloc de code en fonction de conditions qui se réalisent par rapport à certaines variables dans notre code. Donc on sera capable de dire, par exemple, des choses comme si mon modèle de bille arrive à gauche de l'écran, alors il repart dans l'autre sens, ou des choses comme ça. Donc ça sera une première étape vers une structuration de notre code, on va dire une meilleure finesse du contrôle du programme. Hein. Pour l'instant, on s'occupe juste d'écrire des instructions qui sont exécutées inconditionnellement et dans l'ordre dans lesquels on les a écrites. Et donc, on verra comment on peut justement affiner ces comportements et justement être un peu plus sur de l'interactivité. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Partager une fenêtre. Donc, peut-être vous vous êtes rendu sur la page GitHub que je vous ai envoyée dans le chat. Donc, ce que je vous indiquais, donc aujourd'hui, ce qu'on va voir. Alors, donc, introduction à la notion de variable. Donc, on va voir comment afficher, charger une image. Donc, ça va se faire via un autre gestionnaire qu'on va rajouter par rapport à ce qu'on connaît déjà, le setup, le draw, et puis on avait vu aussi MousePrest et KeyPress. Donc, on va rajouter un autre gestionnaire qui va nous permettre de précharger des données. Donc, on verra aussi de cette fonction image mode. Et on va travailler principalement avec donc les fonctions pour manipuler les images et une fonction qui s'appelle get, vous allez voir, et qui permet de récupérer en fait les couleurs de pixels ou de zones de pixels. Donc on s'en servira pour transformer l'image qu'on aura chargée en une autre image, d'accord, qu'on va générer. Donc on va voir ça. Alors ce que je disais en préambule de ce TD, donc, je vais vous donner un exercice, enfin, je vous donne un exercice pour le dimanche 7 mars. Donc, c'est pas ce dimanche qui arrive, mais le dimanche d'après. Et donc, l'exercice va consister à produire ou à imaginer ou à dessiner un visage sur le modèle, en fait, des visages un petit peu connus de Bruno Munari. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, c'est des visages. Donc, Bruno Munari, c'est un designer italien qui a travaillé dans les années 50-60 au moment où au moment où les industriels en fait faisaient appel peut-être à des designers, des graphistes pour créer des visuels. Donc, il a fait aussi pas mal de bouquins pour enfants. Et donc l'exercice que je vous donne, ce sera pas de reproduire exactement un des visages que vous voyez ici, mais plutôt sur ce principe d'utiliser comme ça des motifs géométriques relativement simples, donc lignes, formes, ellipses, polygones, etc.
d'inventer en fait un visage. D'accord? Donc, je vous ai mis quelques liens. Vous pouvez faire des recherches aussi sur ce thème-là. Mais l'idée, voilà, donc l'idée, c'est vraiment de mettre en application tout ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire les notions de dessin dans un repère. Donc pour les couleurs, bien, il faudra utiliser noir et blanc. Donc vous pouvez faire fond noir et trait blanc ou l'inverse, hein, il n'y a pas de problème. Et utiliser donc les fonctions qu'on a vues, plus je vous laisse aussi explorer celles qu'on n'a pas forcément vues ensemble, mais qui peuvent être prises en main assez facilement, comme les courbes de Bézier ou des choses comme ça. D'accord? Voilà. Donc je vous ai mis, il y a un lien vers une vidéo, je crois, j'ai trouvé ça hier, voilà, où on voit le bouquin et puis voilà, on voit les visages. Donc je pense que c'est les mêmes images que sur le lien qu'on vient d'explorer. Voilà, donc l'idée, voilà, c'est donc d'utiliser ce qu'on a vu et aussi de jouer, donc ce que je vous ai marqué, de jouer sur l'expressivité du visage que vous dessinerez. Donc essayez de trouver vraiment à partir de quelques éléments relativement simples, et bien de créer une émotion, ou en tout cas voilà, une émotion sur le visage ou un sentiment. Alors oui, je vous ai mis un petit paragraphe aussi ici qui est tout au début. Voilà, barème pour les exercices projets. Donc en général, je note les exercices sur 10. Après, je fais une moyenne à la fin de l'année, donc en fonction du nombre d'exercices. Donc ça fluctue, hein, c'est 3 ou 4 en général que j'en donne par an. Donc ça se décompose comme ça. Donc rendu en temps et en heure, ce sera un point. Voilà. Donc si vous le rendez à l'heure, vous avez déjà un point. Donc respect de la consigne, ça c'est si vous respectez bien voilà la consigne que je vous ai donnée. Donc ici ce sera sketch de 500 par 500, noir et blanc, un visage. Voilà. Donc si vous me dessinez un bateau avec des couleurs sur un sketch, un canvas qui fait 700 par 236, voilà, vous respecterez pas la consigne. Donc ça, pareil, c'est bien lire et bien respecter la consigne. Alors, je vous demanderai, alors oui, donc ça, j'en suis pas forcément sûr parce que j'ai copié-collé depuis les consignes que je donnais il y a 2 ans ou l'an dernier, et qui étaient sur une autre plateforme. Donc ça, je verrai. Mais pareil, veillez bien à nommer vos sketchs. Donc là, pareil, le nom du sketch, ce sera ici, il devra contenir voilà, votre nom. Donc ça me sert, moi, quand je suis en train de regarder le code, à savoir qui a fait quoi. Voilà, tout bêtement. C'est pas pour vous embêter que je demande de ça. Donc je mettrai en ligne aussi, alors ça, je vais faire ça cette année parce que c'était compliqué les années précédentes, où les étudiants m'envoyaient tout par mail et je passais énormément de temps en fait à gérer, la liste de sketchs qui m'étaient envoyés. Donc, cette année, je pense que je vais mettre un document en ligne, enfin une sorte de tableur avec vos noms, et puis vous mettrez les liens vers le sketch, vers l'éditeur de P5JS. D'accord? Donc, ça, je mettrai ça en place tout à l'heure ou demain. Voilà, donc envoi par email, ça non, du coup, je me suis pas relu. Donc ce sera plutôt sur le document en ligne. Voilà. Et donc ensuite, donc ça fait 4 points. Voilà, si vous respectez les consignes, vous m'envoyez le sketch à temps, vous avez déjà 4 points sur 10. Et ensuite, créativité. Donc ça, je note en fait si vous avez réussi vraiment à comprendre ce que je demandais, et puis surtout si je sens que vous avez exploré un petit peu tout ce qu'on a vu, hein. Donc là, par exemple, créativité, ce sera surtout pas recopier, ou en tout cas refaire un des visages qui sont ici. Voilà, donc ça, c'est plutôt essayer d'imaginer, et il faut que je sente, voilà, que vous y mettez un peu du vôtre. Donc pareil, sur créativité, j'entends par exemple ne pas simplement dessiner un visage avec pour les yeux 2 cercles et pour la bouche une ellipse. Voilà. Donc ça, par exemple, en termes de créativité, ce serait pas terrible. Alors, il peut y avoir des choses super avec des jeux ultra minimaux de formes comme ça.
Donc voilà, créativité, ça prend la plus grande partie de cet exercice. Et aussi, oui, donc il faut que votre sketch fonctionne. Donc ça fait partie, bon, je pense que ça fait partie plutôt du respect de la consigne. Donc de m'envoyer quelque chose qui fonctionne, de vérifier que ça fonctionne avant de le poster. OK. Voilà, donc il y aura un exercice pour le 7 mars. Je vous en donnerai très certainement un petit peu dans la foulée pour mi-mars et sans doute donc un autre pour avril ou début avril. Voilà, donc on sera plutôt sur 3 exercices pour nous. OK. Donc voilà, pour ce. Donc oui, alors je ne vous ai pas précisé, mais vous pouvez aller voir ce qui a été fait l'an dernier. Alors, je n'avais pas donné le même type d'exercice l'an dernier. Là, pour le dessin, j'avais donné. Non, pardon, c'est celui-ci. J'avais donné du dessin de typo. Alors, non, je suis perdu. C'est quoi Sketch? Alors, c'est à quelle heure le rendu le 7 mars? Vous pouvez me le rendre voilà, pour que je l'ai lundi. Donc, on va dire théoriquement dimanche minuit. Et si vous pouvez me l'envoyer, voilà, en général, je commence à regarder voilà, dès que je reçois au fur et à mesure. Et je regarderai ça, je pense lundi. Donc, je vais essayer de les corriger aussi au fur et à mesure. Voilà. Comme ça que vous ayez les notes au fur et à mesure. Alors, je voulais vous montrer. J'avais fait une petite page. Donc, pareil, je ferai une page l'an prochain, la semaine prochaine, pour agglomérer voilà, toutes vos créations. Voilà. Donc ça, c'est ce qui avait été fait l'année précédente. Tiens, je vous envoie le lien. Un travail sur, voilà, sur la typo et sur les formes. Vous pouvez aller voir, vous pouvez cliquer sur sur le sketch ou sur l'image et accéder directement voilà, à la création. Voilà. Donc ça, voilà, c'est ce que je vous indiquais, c'est cette adresse-là que je vous demanderai de me passer via un document. D'accord. Voilà, donc ça me permettra voilà, de mieux gérer le flux de données. Voilà, donc ça, c'était voilà, ce qui a été fait l'année précédente, donc sur ce modèle de dessin de forme, mais qui était appliqué ici à du dessin de typo. Okay. Alors, bon, on va continuer d'explorer donc les fonctionnalités de processing. Oui, donc j'avais fait lettre programmée, et puis on avait travaillé. Ah tiens, les images qui sont. Ça se fait. Des images qui ont sauté. On avait travaillé sur. Ah non, c'est bon. On avait travaillé, voilà. Donc ça, c'est un exercice aussi que je vous donnerai sans doute sur une composition de visage, c'est-à-dire à partir de plusieurs images, comment recomposer ici un visage. Donc ça peut être vraiment dans la continuité de ce qu'on va faire sur cet exercice. On avait travaillé sur les grilles, donc ça, on verra ça plus tard, je pense d'ici 2 ou 3 TD. Et voilà, donc le dernier projet, c'était projet d'impression par le plotter, par le traceur de cartes postales. Voilà, cartes postales que j'avais ensuite envoyées aux étudiants. Voilà. Donc là, pareil, j'ai un template pour cette page, donc je pense que je mettrai tous vos travaux sur une page identique et sur l'espace licence designbordeaux.fr. Okay. Voilà. Allez, donc je ferme ça. Vous pouvez aller voir. Hop. Donc, bout de Monari, c'est bon. Et voilà. Donc là, on était. Je vais reprendre ce qu'on avait vu. Voilà, donc ce qu'on avait vu au cours précédent, il y a déjà 3 semaines. Donc, on avait vu cette fonction qui nous permettait de sélectionner des nombres aléatoires qui s'appellent random. Donc, vous vous souvenez, on lui donnait un minimum, un maximum. Donc, c'est une fonction qui prend 2 paramètres. Et elle nous retournait, à chaque fois qu'elle était appelée, cette fonction,
elle nous retournait un nombre aléatoire, donc un nombre à virgule, sélectionné entre ces deux bornes qu'on lui a passées en paramètre. On avait vu aussi la variable frame count et la fonction millis. Donc frame count, c'est une variable qui nous permet de récupérer le nombre de fois que la fonction ou la méthode draw a été appelée. Donc vous vous souvenez, on a une architecture avec deux gestionnaires principaux qui sont setup et draw. Et frame count va simplement compter combien de fois le gestionnaire draw a été exécuté. Donc, si on est sur du 60 images par seconde, bien, a priori, au bout d'une seconde, cette valeur vaut 60. D'accord? Donc, ça, on s'en était servi, il me semble, pour animer des choses. On avait vu aussi les variables mouse-x, mouse-y. Donc, ça nous permet, mouse-x et mouse-y, pareil, c'est deux symboles en fait, qui vont contenir les valeurs de la position de la souris par rapport à notre canvas, d'accord, par rapport à notre repère de dessin. Donc, je vous rappelle, hein, le repère de dessin dans le canvas, il est situé en haut à gauche avec l'axe des X qui est orienté vers la droite et l'axe des Y qui est orienté vers le bas, d'accord. Voilà, donc on avait programmé un petit walker ici, enfin, ce qu'on appelle un walker. Donc, c'est une sorte de particule qui bouge un peu de manière, je vais agrandir la fenêtre, un petit peu de manière erratique. Et on s'était servi, on avait créé deux variables qui permettaient de stocker ou de sauvegarder sa position. D'accord. Donc, on avait écrit des choses comme let x égale 200. Donc, vous allez voir, on va exactement se servir de cette écriture pour charger, stocker des images et accéder à leurs informations. Donc là, let x égale 200, ça voulait dire qu'on associe au symbole x, ou en tout cas la variable x, la valeur 200. Et dans l'écriture ici, dans le draw, eh bien, on allait mettre à jour ici x par le biais de cette écriture. D'accord. Donc ça, c'est très très important de le comprendre. Ici, on a écrit en réalité deux opérations en une ligne. La première opération, c'est qu'on va prendre la valeur de x, on va lui rajouter une valeur aléatoire entre moins 2 et 2. Donc ça pourrait être par exemple 0,05. On va la rajouter à la valeur de x. Donc, si x vaut 200, on va avoir x, donc 200 plus 0,5, ça va faire 200,5. Et ça, le résultat de cette opération, on le replace dans x. D'accord? Donc, c'est ce qui est peut-être un petit peu difficile dans cette écriture à comprendre. Mais ici, on va avoir deux opérations écrites en une. On fait d'abord l'opération, donc ce qui est à droite du égal, hein, qui est vraiment le signe d'affectation, pas le signe de comparaison. Et une fois qu'on a fait cette opération, hop, on remet le résultat de l'opération dans la variable, d'accord, qui est à gauche. Donc ça, il faut bien voir qu'ici, il y a vraiment deux opérations en une. Donc ça, c'est des choses dont on va se servir lundi pour notre modèle de particules. On va réécrire des choses comme ça, mais en tenant compte plutôt de vitesse, d'accord. Donc on verra comment animer ça de manière, ou animer une bille de manière linéaire. Donc on faisait exactement pareil pour Y, et on avait câblé aussi donc quand on appuyait sur la souris, donc avec le gestionnaire mouse pressed, eh bien on indiquait que la position donc de notre walker était égale ou prenait la valeur en cours de la souris, d'accord, de la position de la souris. Donc, ce qui me permettait ici de repositionner mon walker, d'accord. Donc là, pareil, dans le déroulé, il faut bien voir que le mouse pressed intervient au moment où l'utilisateur clique sur la souris, et que eh bien, les variables x, y qui avaient une valeur donnée, eh bien, on les écrase avec les valeurs de la souris, d'accord, donc de la position de la souris. Et donc, le draw intervient et prend en compte donc les nouvelles valeurs en rajoutant donc cette quantité random, d'accord. Donc ça, c'est pour cette partie. Donc on a une variable, enfin on a deux variables ici, x et y, qui contiennent des valeurs, à qui on associe des valeurs, et ces valeurs, on va pouvoir les modifier en fonction donc du temps. Donc ici, hein, dans le draw, on vient leur ajouter une quantité random, ou en fonction d'une interactivité possible avec l'utilisateur. Donc là, on vient écraser les valeurs de x et y. D'accord. On les remplace, vraiment, il faut penser on les remplace par les valeurs
mouse X et mouse Y. Donc, on va revoir cette notion de variable, mais vous allez voir que maintenant, on va être capable de les associer à des objets un petit peu plus compliqués. Mais la philosophie, en tout cas de l'informatique, c'est quel que soit l'objet, en fait, quelle que soit la complexité finalement de l'objet qu'on va manipuler, eh bien, on va toujours le manipuler par le biais d'une seule variable. D'accord ? Donc, on aura une espèce de, comment dire, d'étiquette en fait qui va nous servir à nommer notre objet et à le manipuler. Donc, soit écrire dans cet objet par le biais du signe égal, soit l'utiliser en lecture, c'est-à-dire on va extraire des informations de cet objet. D'accord ? Donc, on va reprendre un sketch. Donc, vous pouvez ouvrir un sketch Note dans votre éditeur. Et ici, donc, on se retrouve, toujours pareil, hein, donc ça va pas varier. On se retrouve ici avec une structure, donc setup et draw. Donc, nos deux gestionnaires, setup au démarrage, exécuté qu'une fois. Donc, on crée l'élément canvas ici dans notre fenêtre de prévisualisation. Et ensuite, donc, le draw qui, lui, est la boucle de dessin, donc une exécution de manière continue et récurrente, donc 60 fois par seconde. Donc, ce qui nous permet de générer des animations. D'ailleurs, à ce sujet, on verra assez rapidement, je ne sais pas si je le présenterai peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, ou peut-être mercredi du coup, mais je vous montrerai comment on peut sauvegarder assez simplement des GIFs animés. Voilà. Donc on utilisera, ça me permettra de vous présenter bien le fait d'ajouter comme ça des fonctionnalités à notre sketch par le biais de ce qu'on appelle des librairies, donc des sortes de plugins qui viennent se rajouter dans Processing.js, dans P5.js. Et donc je vous montrerai avec 2-3 lignes comment on peut sauvegarder des GIFs animés de notre animation. OK ? Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que vous allez, alors je vais vous laisser 2-3 secondes, enfin même un peu plus, pardon, pour aller sélectionner sur votre disque dur ou en ligne une image. D'accord ? Donc, vous allez télécharger sur votre bureau ou ailleurs une image. Donc, sélectionnez-la pas trop grande, de sorte à ce qu'elle puisse, quand on va la dessiner, rentrer ici dans le canvas. Donc, moi, j'ai préparé, en fait, je vais prendre, donc vous pouvez prendre, si vous voulez, l'image qui est ici. Donc, vous pouvez voilà, la glisser, déposer sur votre dossier ou sur votre bureau. Donc, moi, je vais prendre pour l'exemple cette image, mais vous pouvez en prendre une autre. Donc, je ne sais plus combien elle fait. Elle n'est pas très grande. Elle fait, oui, elle fait quand même 900 pixels, donc c'est pas forcément remarquable. Alors, excusez-moi, Gabriel qui revient. Déconnecté. Donc on peut prendre cette image. Alors je pensais qu'elle était un petit peu plus petite. Bon, c'est pas très grave. Voilà, on va voir. Ouais. Ah, peut-être qu'elle est un petit peu grande. Donc ouais, je pense que je vais sélectionner une autre image. Alors j'en avais préparé une autre qui est un peu plus modeste. J'avais préparé celle-ci. Qui fait, ouais, prenez plutôt une image voilà, qui fait entre 400 et 600 pixels. Donc ça, parce qu'on va la dessiner à l'intérieur de notre canvas, et c'est pour avoir en même temps le code et puis le résultat. Donc je vous laisse sélectionner une image. Donc je vous laisse une ou 2 minutes. Donc une image dont la dimension maximale, donc soit la hauteur ou soit la largeur fait 500 pixels à peu près. Et donc, je vais vous montrer comment on va l'importer dans notre sketch, comment on va pouvoir charger cette image, l'afficher et travailler avec elle. Donc ça va se passer sans surprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va réutiliser par le biais d'une variable qui va nous servir à manipuler cette image. Donc, je vous laisse une minute encore, sélectionner une image sur votre ordi. Et ce qui tiens, pendant que vous sélectionnez une image, je vais vous montrer quelque chose dont je ne vous ai pas parlé pour l'instant, qui est en fait l'arborescence ou l'architecture d'un projet P5.js. Donc ici, si vous dépliez ici par le biais de cette petite flèche
vous avez accès ici à une liste de fichiers. D'accord? Donc nous, principalement, on travaille ici à l'intérieur d'un fichier qui s'appelle sketch.js. Donc JS, c'est l'extension de fichier pour JavaScript. Donc là, on tape du code en JavaScript, qui est le langage par défaut des navigateurs aujourd'hui. Ce qui a pas toujours été le cas. Enfin, historiquement, on pouvait embarquer d'autres langages de programmation à l'intérieur d'un navigateur. Donc, je pense notamment par le plugin Macromedia Flash, mais voilà, qui a été arrêté il n'y a pas très longtemps, fin décembre 2020. Donc là, tout le code qu'on tape, en fait, il finit dans un fichier qui s'appelle sketch.js. Et vous voyez que, en fait, on a deux autres fichiers qui constituent notre projet. Notamment, on a ici un fichier qui s'appelle index.html et qui est vraiment la description de la page web que vous affichez ici. D'accord? Donc, quand vous faites run, en réalité, ce qui se passe, donc par une mécanique un petit peu compliquée, vous affichez ici une page web. Donc, cette page web, elle est décrite par un langage qui s'appelle le langage HTML. Donc, HTML, c'est l'acronyme de Hypertext Markup Language et qui, en fait, est une succession de balises, en fait. Donc, une balise, ça a cette tête ici, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle la balise body. D'accord? Et une page web, en fait, donc, quand vous naviguez sur Internet, ben, vous affichez des pages web. Et quand vous affichez une page web, eh bien cette page a une structure en fait qui est décrite par un ensemble comme ça de balises. Et donc on va toujours trouver sur une page web une balise head. Donc vous voyez, il y a une balise, ce qu'on appelle une balise entrante et une balise fermante ici. Donc la balise head, c'est une balise qui va qui va indiquer à la page web toutes les ressources dont elle va avoir besoin pour fonctionner. Donc en particulier, on va lui indiquer ici eh bien, les fichiers de script, par exemple. On va lui indiquer aussi des informations, ce qu'on appelle des informations méta, c'est-à-dire des informations qui concernent la page elle-même, donc qui va pas servir forcément à dessiner des choses ou à rendre des choses sur la page, mais qui va donner plutôt des informations sur la page elle-même. Et on va avoir aussi, donc vous voyez qu'ici, notre script eh bien, est référencé. On va avoir aussi ici un import de script. Donc là, vous voyez qu'apparaît ici la librairie P5JS. Donc ça veut dire qu'on importe dans notre page web la version 1.1.9 de P5JS. D'accord? On importe ici un deuxième script eh bien, qui est la librairie qui concerne toutes les fonctionnalités sonores de processing. Voilà. Donc ça, on s'en sert pas. C'est vrai qu'elle y est par défaut quand on crée un nouveau projet, mais bon, on pourrait l'enlever. Et vous allez avoir ici un import d'un fichier qui s'appelle styles.css et qui apparaît ici. Et style.css, donc les fichiers CSS, peut-être vous en avez entendu parler, mais ça sert à mettre en forme l'aspect d'une page web. D'accord? Donc là, on va avoir trois éléments, une description de tous les blocs qui vont apparaître sur notre page web. Donc ça va être bien Canvas, ça va être du texte, ça va être des images, pourquoi pas des lecteurs vidéo, j'en sais rien. Et les styles CSS vont pouvoir eh bien, mettre en forme ces différents éléments. D'accord? Donc, on va pouvoir dire, par exemple, le texte, j'aimerais bien qu'il apparaisse avec la typo, j'en sais rien, Arial, en 15 pixels et avec une couleur gris très foncé. D'accord? Donc, tout ça, c'est ce qu'on va mettre dans un fichier de description de style de page qui s'appelle donc les styles CSS. D'accord? Donc, tiens, simplement pour vous montrer, on va rajouter ici, donc vous pouvez vous placer dans le fichier index.html, je vais simplement vous montrer une petite introduction, et on va ici donc rajouter ce qu'on appelle un tag paragraphe, donc le nœud paragraphe. Donc attention, vous tapez ici, donc ça indique à la page HTML eh bien qu'on va créer un espace pour mettre du texte.
Et ça, donc avec le /p, ça veut dire qu'on referme cet espace où on va placer du texte. D'accord? Donc ici, on peut mettre un peu du texte libre. Donc là, par exemple, on va mettre, tiens, allez, manipulation d'une image. Le fait de faire ça, eh bien, vous allez voir, quand vous lancez votre sketch, eh bien, vous rajoutez ici un paragraphe. D'accord? Alors pourquoi le paragraphe, enfin pourquoi ce texte, il apparaît avant le canvas? Eh bien, en fait, c'est que quand votre script s'exécute, il attend que toute la page soit chargée pour eh bien, exécuter notre sketch. Donc en particulier, créer le canvas. D'accord? Donc ça, ce serait au rôle du style CSS de dire le canvas, je le positionne là. Les paragraphes, je les positionne par exemple à côté ou au-dessous. Et je vais donner peut-être voilà, un style différent. D'accord? Donc ça, c'est simplement pour vous montrer que voilà, on peut faire une composition. En tout cas, on peut créer une page Internet à partir ici de cet éditeur. D'accord? Donc ça, peut-être je vous montrerai ensuite, mais ça pourrait être, tiens, peut-être un bon exercice, de mettre ça en ligne sur un serveur. Donc une fois qu'on a fait ces fichiers, en fait, on peut les télécharger ici. On va pouvoir faire Save. Donc Save va vous télécharger ici une archive de ces, donc un fichier zip de ces fichiers. Et vous allez pouvoir les placer ensuite en ligne sur votre propre serveur par le biais de ce qu'on appelle des clients FTP. Donc c'est comment dire, des applications en fait qui permettent de transférer des fichiers sur un ordinateur distant par un protocole d'échange de données qui s'appelle le FTP, donc File Transfer Protocol, d'accord, qui est différent du HTTP. Voilà, donc ça, petite introduction donc sur la structure de vos fichiers dans un projet P5JS. Donc vous avez bien sûr le sketch.js dans lequel on travaille, index.html qui va décrire un petit peu l'architecture de la page en termes de contenu, mais aussi de chargement de fichiers nécessaires au bon fonctionnement. Donc ici, on charge notamment la librairie P5JS. Et vous allez avoir ici donc un fichier de mise en forme de notre page. Donc là, vous voyez qu'on a je ne commente pas, mais on a ici du contenu. Voilà. Donc ça nous permettrait ici de décider un petit peu de l'apparence de nos éléments qui apparaissent sur la page. D'accord? Bon, nous, on va se contenter de travailler dans sketch.js. Alors, si je vous ai décrit tout ça, c'est qu'on va pouvoir importer dans notre projet d'autres fichiers. Donc, notamment, on va importer donc, l'image que vous avez sélectionnée. Et ça va se faire par le biais de Upload File ici. Donc, vous allez cliquer sur la petite flèche ici à côté de Sketch Files et vous allez faire Upload File. Donc, Upload File va ouvrir ici une fenêtre, ou en tout cas un contrôle, une petite pop-up fenêtre. Et vous allez soit pouvoir cliquer et aller chercher par un sélecteur de fichiers l'image sur votre disque dur, ou soit, ce que je vais faire, moi, je vais glisser, déposer l'image, d'accord? Donc, que j'avais sur mon bureau. Donc, vous pouvez faire les deux méthodes. Et une fois que vous avez réalisé cette opération, eh bien, vous voyez que votre fichier a été intégré donc été intégré à la liste de fichiers qui compose votre projet P5JS. D'accord? Voilà, donc je répète, hop, vous êtes là, vous faites Upload File. Donc soit vous cliquez et un sélecteur de fichiers s'ouvre et vous allez naviguer et trouver votre fichier image, ou le plus simple, c'est de prendre le fichier et de le déposer ici dans le petit carré blanc. D'accord? Donc si tout s'est bien passé, vous devez avoir ici un fichier qui est apparu et qui porte le nom et l'extension de votre fichier. OK? Donc ça, c'est ce fichier-là, ou en tout cas cette image-là, qu'on a envie de manipuler à travers notre programme. Bon, c'est ce qu'on va faire. Et je vais introduire donc un nouveau gestionnaire qui va nous permettre ici, qui va s'appeler function, donc pareil, même écriture que les gestionnaires setup et draw, mais ce gestionnaire-là va s'appeler preload. D'accord?
Donc, ce gestionnaire-là, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, en fait, il va être exécuté avant le setup. D'accord? Donc là, pour l'instant, quand on faisait run, on avait setup qui était exécuté, puis ensuite draw qui était exécuté de manière régulière. Ben là, on rajoute une étape qui précède setup. Et preload, en fait, va nous permettre de précharger des données pour les utiliser, donc de sorte à ce qu'elles soient disponibles ensuite, éventuellement dans le setup et disponibles dans le draw. D'accord? Donc, c'est ici qu'on va charger nos données et charger notre image. Alors, pour charger une image, eh bien, on va avoir besoin d'une variable qui va nous permettre de manipuler en fait cet objet en mémoire. Donc, soit pour l'afficher ou soit pour extraire des informations. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et donc, avant les gestionnaires, donc avant le preload et avant le setup et avant tout, eh bien, on va créer une variable par le biais du mot-clé let. Donc, let, ça veut dire créer une variable et img. Donc, on va l'appeler, ça c'est un autre nom de variable, ça c'est nous qui le décidons. Et pour l'instant, donc ce qu'on n'avait pas vu la semaine, au cours précédent, c'est que quand on crée une variable, donc d'un type un petit peu plus complexe, on n'est pas obligé de l'initialiser avec une valeur. D'accord? Donc en JavaScript, quand on écrit ça, notre variable a par défaut une valeur qui est la valeur undefined. D'accord? Donc c'est valeur pas définie. En gros. Donc là, pour l'instant, on a créé une valeur. On a créé une variable, pardon, donc je vais le mettre là. Création d'une variable img avec, pour l'instant, avec aucune valeur associée. D'accord? Et donc cette association entre la variable et l'objet, eh bien nous on va le faire dans le preload et on va utiliser une fonction qui s'appelle loadImage, qui va prendre un seul paramètre qui va être le nom du fichier que l'on veut charger. D'accord? Donc cette fonction loadImage, elle va prendre le fichier, charger les données et nous retourner en fait ou associer une variable à ce chargement. Donc ça, comment ça va s'écrire? Eh bien, c'est à ce moment-là, ici, qu'on va écrire img égale quelque chose. Et donc, ce quelque chose, eh bien, on va attendre le résultat, ici, de cette fonction loadImage. Donc, vous voyez, elle se colore, donc c'est une fonction qui a été, qui est identifiée par P5JS. Et on va lui passer donc entre paramètres, donc vous vous souvenez comme pour la fonction save qui nous permettait de faire une capture de notre canvas, on va lui passer ici le nom de notre fichier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une chaîne de caractères. Donc double guillemet. Donc attention, pareil, donc tout ça c'est sensible à la casse, donc il faut bien respecter l'alternance minuscule-majuscule. Donc attention, je sais que parfois il y a alors c'est avec les anciennes versions de processing, il avait un peu du mal avec les extensions de fichiers. Si on lui passait par exemple JPG en majuscule, c'était pas bon. Donc ça, ok, donc on va relancer notre sketch ici. Et donc vous avez peut-être vu apparaître, c'était assez furtif, mais vous avez peut-être vu apparaître ici le mot-clé, ou le mot tout court, loading, d'accord? Donc ça veut dire que bien avant qu'il crée le canvas, il y a eu une phase de chargement qui correspond à l'exécution ici de ce bloc de code. Donc charger une image, charger des données, c'est quelque chose qui n'est pas immédiat, qui peut prendre du temps, donc en fonction de la taille de l'image, en fonction du volume de données que vous chargez. Donc ça, c'est une opération qui prend du temps. Et le fait d'avoir mis ces opérations ici qui prennent du temps à l'intérieur de Preload, eh bien, ici, P5JS nous garantit que l'exécution de setup se fera une fois que toutes les données qui ont été chargées à l'intérieur de Preload ont été effectuées. D'accord? Donc, c'est l'avantage de positionner donc ces fonctions qui prennent du temps à l'intérieur de Preload. D'accord? Preload va attendre, ce gestionnaire-là va attendre que eh bien, toutes les données qui ont été chargées à l'intérieur ici soient disponibles pour exécuter le setup. D'accord? Donc en fonction, normalement,
voilà, ici, de la taille de votre image, donc normalement, elle ne devrait pas être très, très lourde, eh bien, vous devez avoir apparaître le loading. Alors, une fois qu'il l'a chargé, il la garde en cache, donc normalement, si vous rechargez, ça va beaucoup plus vite. Le loading apparaît de manière encore plus furtive que précédemment. Donc là, l'opération qu'on a faite est assez importante. On a déclaré une variable qui s'appelle IMG, et sur cette ligne-là, eh bien, on a associé à cette variable le résultat de l'opération load-image. Donc, IMG, c'est une variable en fait qui va être de type un petit peu particulier, puisqu'elle va contenir en fait des informations relatives à l'image. Et notamment, hop, on va ici, donc on va utiliser la fonction console.log. Je vous rappelle, cette fonction console.log, elle permet d'imprimer des informations ici dans cet espace de console. Et comme on a chargé une image, on va pouvoir notamment écrire quelque chose comme ça. D'accord? Ça, on n'aurait pas le droit de l'écrire si on n'avait pas chargé dans la variable img une image. Donc img.width va correspondre en fait à la largeur en pixels de notre image. Donc si je relance, alors pardon, oui, c'est pas ici qu'il fallait le placer puisqu'elle n'est pas encore chargée. On va le placer plutôt, pardon, ici, dans le setup. Voilà. Donc, vous voyez que ici, dans le setup, eh bien, on imprime la largeur de l'image par le biais de cette écriture, donc img.width, et on récupère donc la valeur de 500. D'accord? On va imprimer de la même manière la hauteur, donc ça se fait par img.height. Voilà, donc moi j'ai une image qui fait 500 pixels de large par 333. D'accord? Donc vous voyez que le fait d'avoir associé à la variable img le résultat de cette opération nous permet d'accéder entre guillemets à d'autres variables qui sont img.width et img.height, qui sont typiques bien d'une image et qui contiennent donc la largeur et la hauteur en pixels de notre image. Donc ça, c'est pas mal. Et on va s'en servir de ça bien, pour redimensionner notre canvas. D'accord? Donc on va, plutôt que de passer 400 par 400, eh bien, on va passer ici. Donc on va copier-coller et je vais passer ici en premier paramètre de Create Canvas, eh bien, la largeur de mon image et en deuxième paramètre, la hauteur. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on dynamiquement, on va redimensionner notre canvas pour qu'il épouse la taille ou la forme de notre image, les dimensions de notre image. D'accord? Donc c'est bien ce qui se produit, c'est bien ce qui se produit ici. D'accord? Donc là, 3 temps. On charge, on déclare une variable. Donc cette variable, elle indique à P5JS eh bien que voilà, on va stocker à travers cette variable des données. Là, pour l'instant, lui, il ne sait pas ce que c'est. Nous, on sait ce que c'est parce qu'on l'a nommé IMG. Donc, on va vouloir associer une image. Dans le preload, donc on associe par le biais du signe égal à la variable IMG le résultat du chargement donc de cette image, pour moi, tricoder.jpg. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre l'image qui est à l'état de fichier dans notre arborescence et la charger en mémoire pour en extraire, ou en tout cas pour constituer ou pour trouver des informations sur cette image. Et en particulier, donc ici, on va avoir accès à ces deux variables, img.width et img.height. D'accord? Donc si on chargeait une deuxième image, par exemple avec une variable qui s'appellerait img2, eh bien on aurait accès pareil à img2.width et img2.height. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on utilise donc ces variables pour redimensionner notre canvas en fonction des dimensions de l'image. Donc ça, c'est pas mal. Donc une fois qu'on a fait ça, bien, on va chercher évidemment à dessiner notre image. Donc là, je vais mettre ça en commentaire. Je vais mettre ça en commentaire. Et je vous présente une nouvelle fonction qui s'appelle image. Voilà. Et image, elle va s'écrire de deux manières différentes, soit avec 3 paramètres, soit avec 5 paramètres.
Donc, nous, on va l'écrire d'abord avec dans sa forme la plus simple, qui s'appelle, donc, qui prend 3 paramètres. Premier paramètre, elle va prendre une variable donc associée à une image. Donc, ça tombe bien, on en a une sous le coude. Donc, on va lui passer notre variable IMG. Deuxième et troisième paramètre, ça va être la position X et Y sur l'écran. Donc, en gros, où est-ce qu'on veut dessiner notre image. Donc, nous, on va la dessiner en 0, 0, d'accord, à l'origine du repère. Donc, vous voyez que image, eh bien, elle prend en premier paramètre une variable donc, qui est associée à une image. Donc, on ne pourrait pas lui passer n'importe quoi comme variable. Il faut obligatoirement que ce soit une variable donc, qui était associée à une image. D'accord. Donc là, si vous lancez ce sketch, normalement, vous devez avoir une image qui s'affiche donc en plein pot, enfin, en tout cas qui occupe vraiment toute la dimension de votre canvas. D'accord. Donc pareil, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, ou si ça fonctionne pas, je peux jeter un œil sur votre sketch ou m'envoyer juste voilà, tiens, d'ailleurs, l'adresse. Hop, je vais sauver la 4U6 2021. C'est le cours 4, appelé chargement. Vous sauvez. Oui. En fait, moi, quand je clique du coup sur et pour afficher l'image, ça Oui. marche pas. Ils me mettent. En fait, ça reste loading avec 3 petits points. Ça reste comme ça, c'est bloqué. Ah, alors ça veut dire, alors ça c'est intéressant, ça veut dire très certainement qu'il n'arrive pas à charger l'image. Alors il y a plusieurs hypothèses. Eh en fait, qui n'est pas dans l'arborescence, donc ça il va bloquer, il ne va pas y arriver. Deuxième hypothèse, tu as bien mis un fichier dans ton arborescence. Par contre, le nom qu'il y a ici ne correspond pas au nom qui est là. Donc ça, c'est une autre hypothèse qui est possible. Donc peut-être si tu peux m'envoyer l'adresse de ton sketch, et puis je vais regarder rapidement si une de ces deux Moi, c'est hypothèses pareil, qui se... pas non plus. Toi aussi, Camille? Ouais. Alors, vous pouvez m'envoyer vos sketchs, et puis je vais regarder. Oui, moi aussi, c'est pareil. Ah, Ah mince. si, monsieur, moi, j'ai changé le nom de mon nuage parce que c'était pas pareil et ça a marché. Ah, bon. Donc, c'était un problème de nom de fichier, toi, de chaîne de caractères ici. Ah oui, parce que j'avais pas fait attention qu'il fallait changer de nom, du coup. Ah oui, oui, oui. Ah oui, il ne faut pas que vous recopiez Tricoder, hein. Il faut vraiment que vous ayez ici le nom de fichier qui correspond à ce nom de fichier, hein. Oui, ok, ben moi, c'est bon alors. Ah, ok. Toi, Camille, c'est bon aussi ou Non, moi, c'est pas bon. Après, je sais pas, parce qu'en fait, j'ai changé le nom de mon image dans mes téléchargements. Oui, Je l'ai appelé image parce que le titre était trop grand et oui. je sais pas si c'est à cause de ça. Ah, montre-moi. Chloé aussi, tu peux envoyez-moi vos sketchs. Je regarde rapidement sur le chat, si vous pouvez copier-coller. Alors, Camille, oui, il faudrait que tu le sauves, tu vois, parce que là, j'ai que editor p5js.org. Donc, renomme-le ici et puis fais une sauvegarde avec CTRL S ou ici save. Ouais, tu devrais avoir une adresse comme ça. Ouais, voilà, merci. Donc, on va regarder. Hop, c'est l'avantage de travailler en ligne. Alors, tu vois, j'y ai accès. Et image.jpeg, ouais, ça a l'air bon, ça. IMG, preload, oui. Alors, regarde, c'est ici, en fait. Tu vois, tu as mis img.0, alors que c'est virgule 0. Je pense que c'est juste ça, l'erreur. Non. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Oui, attention, c'est width. Alors, pareil, c'est th. Voilà, c'est des petites erreurs de syntaxe.
Donc with c'est TH et hate c'est HT. Voilà. Donc, il y a deux petites erreurs de coquilles. Et toi Chloé, c'est Oui, bon ça? C'est bon Camille, t'as réussi à ouais? oui, c'est bon, là, je vais modifier, ça devrait marcher. Ouais, bon, super. Et toi Chloé, c'est bon? Ben, moi, monsieur, ça va pas se sauvegarder. Ça me Ah, met erreur, je sais pas quoi. alors est-ce que tu t'es connecté sur ton compte ici? En fait, pour pouvoir sauvegarder, il faut se connecter sur son compte. Ah oui, peut-être pas, je vais voir. Oui, voilà. Et je pense que du coup, tu n'as pas pu uploader le fichier. Il me semble que quand on n'est pas connecté, eh bien, on peut pas télécharger ou téléverser des données. Voilà. Donc, c'est peut-être une cascade, toi, d'événements. En fait, tu n'es pas connecté, il ne veut pas uploader le fichier, donc tu ne peux pas le charger depuis le code. À mon avis, c'est ça. Pour Moi, les autres, ouais, bah, Alexis. moi, quand je mets, j'ai bien mis white et hate. Et pour white, il me met un message d'erreur, je comprends pas pourquoi. Ouais, Pourtant, je l'ai bien marqué avec le bon orthographe et il met un message d'erreur en dessous là dans console. alors ben, pareil, si tu peux me passer ton sketch que je regarde. Ah, celui de Chloé. Alors, Chloé, je vais regarder. Hein. Upload image, alors pareil, image.jpg. Oui, alors tu vois, Chloé, toi, tu as pas l'image n'apparaît pas là dans le sélecteur de fichiers. Donc, il faut que tu l'importes en fait. Tu l'importes donc avec bah, tu vois, là, je peux pas modifier ton sketch parce que je peux pas uploader de fichier. Et il faut que tu l'uploades. Alors, ça, je vais fermer ça. Par ce biais-là. Hein. Donc, la petite flèche ici est upload file. OK? Je pense que ça devrait fonctionner. Alexis. Alors, Alexis, on va regarder. Alors, regarde, toi, tu as fait, tu vois, ici, tu as écrit preload. Donc, il y a un R en trop. Donc, ce qui fait qu'en réalité, bah, en Ah fait, ouais, ça, j'ai pas vu ça. ouais, voilà. Donc, en fait, bah, ces erreurs-là, elles sont intéressantes parce que alors, on essaye de comprendre ce qui se passe. Bah, en fait, cette fonction-là, P5JS, il ne la comprend pas. Donc, en fait, ton image, il ne va pas la charger et il va directement passer au setup. Et comme la variable IMG, eh bien, il n'y a rien qui lui a été assigné. Il y a pas de, voilà, elle n'a pas de valeur particulière, elle n'a pas d'objet associé. Ben, ça, en fait, ce n'est pas défini. Donc, il ne va pas comprendre ce que c'est. Et donc, ton create canvas eh bien, va échouer. Donc, je pense que c'est ce qui se passe. Voilà. Donc là, il te dit en gros qu'il ne peut pas lire la propriété width d'un objet qui n'est pas défini. Voilà, c'est ce que ça veut dire. D'accord, undefined. Ça, c'est logique puisque au début, la variable n'est pas définie. D'accord. Voilà, donc c'était juste ça en fait. Donc vérifiez bien que. Alors, ce que je peux faire peut-être, c'est je vais vous passer. Moi, monsieur, ça marche toujours pas. Alors, alors attends, qui me parle? Chloé, pardon. Alors, c'est Chloé. Tu as réussi à uploader une image? Oui, Oui. mais ça charge pas, ça fait toujours. Enfin, ça charge Alors, pas. je regarde ton sketch. On va mettre là. Alors regarde, toi, tu as image, mais .png. Ah, C'est d'accord. pas, voilà, c'est PNG ici. Et normalement, alors il veut pas non plus. Alors pourquoi il veut pas? Oui. Donc là, il me dit qu'il y a un problème avec le file path. Enfin, en tout cas, avec le chemin du fichier. Ton image, elle est bien. Alors attends, on va essayer peut-être de la renommer. Non, mais ça a l'air bon ça. Ton image, elle est bien. Oui, elle est bien valide. Attends, si je fais. Bah oui, je pense. Ouais. Alors, ouais, c'est bizarre. Essaye peut-être d'en charger une autre. Preload, pourtant setup, draw. Ouais, non. Essaye avec peut-être un point JPEG. Parce que là, qu'est-ce qu'il. D'accord, je vais essayer. Ouais, essaye, je vais voir.
does not exist. Ouais, c'est bizarre. Ouais, essaye peut-être de... Attends. Là, j'ai l'impression... Ouais, non, je sais pas. Essaye peut-être avec une autre image en JPEG. C'est bizarre. Voilà, tu me dis si ça fonctionne. Ok. Alors, ouais, je ferme les fenêtres. Donc, je quitte. Voilà. Donc, pour répéter sur le process, vous allez voir quand on va charger des médias, ce qui nous arrivera dans les prochains cours, ça va être toujours vraiment la même chose. On va créer, donc pour gérer un média ou des données, on va toujours créer une variable, précharger ces données dans le gestionnaire preload, et ensuite, eh bien, on va utiliser donc les données dans le setup et dans le draw. Alors, si vous voulez travailler, je vous passe le sketch. Si jamais ça coince toujours, voilà, je vous passe le sketch. Vous pouvez peut-être le dupliquer pour pouvoir travailler avec moi en même temps. Donc, je vous l'ai copié dans le chat là. Voilà, donc là, on a utilisé donc les variables width et height donc sur notre variable IMG pour avoir accès donc à la hauteur et à la largeur de notre image de manière comme ça dynamique. Okay. Alors, on va ici très simplement, peut-être, je vais vous montrer. Donc, on va par exemple ici remplacer la position donc X et Y de notre image, en tout cas le deuxième et troisième paramètre, par les variables mouse-x et mouse-y. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire si je lis cette ligne? Ça veut dire que je vais dessiner l'image donc associée à la variable IMG et je vais la positionner en fonction de la position de la souris. D'accord? Donc ça va nous donner des choses comme ça. D'accord? Donc ça, c'est logique. Il dessine sans arrêt mon image. Donc en ayant, et donc vous voyez que le repère en tout cas de l'image, eh bien c'est en haut à droite, en haut à gauche pardon de l'image. D'accord. Donc l'image se dessine à partir de ce point-là. Je vais vous montrer une petite fonction qui permet de changer justement l'origine du dessin d'une image, et ça on le fait par le biais de image mode center. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les coordonnées qu'on passe ici, X et Y, vont désigner non plus le coin en haut à gauche de l'image, mais bien le centre de cette image. D'accord? Là, vous voyez que c'est un petit peu plus naturel et que ça correspond plus finalement à comme si cette image était une brush d'un logiciel de dessin. D'accord? Donc ça, c'est pas mal. Donc, je répète, image mode permet de dessiner, ou en tout cas d'indiquer à processing que les images qu'on va dessiner à partir d'une position XY, eh bien, on les dessine à partir du centre de cette image. Monsieur, Oui. moi, ça fait pas un effet de flou C'est comme qui? vous, ça la déplace. C'est Jérémy. Ah, c'est Jérémy. Oui, alors c'est peut-être que tu n'as pas mis background en commentaire. Tu n'as peut-être pas mis cette ligne en commentaire. Donc, qu'est-ce qui se passe si je ne mets pas cette ligne en commentaire? En fait, à chaque fois, il va redessiner le fond, donc un fond gris, et il va dessiner l'image par-dessus ce fond gris. Donc, tu vas avoir l'impression en fait tu dois avoir cet effet, toi, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est parce que tu n'as pas mis background en commentaire, tu vois. En gros, là, si je mets background en commentaire, ça veut dire que à chaque fois, je dessine l'image l'une par-dessus l'autre, en fait. C'est ce que ça veut dire. D'accord. Okay. Donc là, voilà, tu accumules, voilà, tout simplement, le dessin. Alors, c'est pas mal. Et donc, je vous indiquais quelques instants auparavant que eh bien, la fonction image, eh bien, on peut la dessiner. Enfin, on peut appeler cette fonction avec plusieurs paramètres. Donc là, on l'appelle avec 3 paramètres. On va pouvoir l'appeler donc avec un quatrième et cinquième paramètre qui va correspondre
à la largeur et la hauteur auxquelles on veut dessiner l'image. Donc ça, c'est pas mal parce que on va pouvoir redimensionner dynamiquement notre image au moment où on le dessine. D'accord? Donc par exemple, si je décide de passer 50,33, alors je passe pas vraiment ces paramètres au hasard, mais j'ai divisé par 10 ici mes valeurs. Donc ça veut dire que je vais dessiner mon image avec une largeur de 50 pixels, donc 10 fois moins que 500, et une hauteur de 33 pixels. D'accord? Vous voyez que je me retrouve ici avec bien mon image, mais qui se dessine de manière dynamique, mais avec une taille 10 fois plus petite. Alors, je vais peut-être multiplier par 2 ici, voilà, pour avoir voilà, quelque chose. D'accord? Donc je répète, deuxième et troisième paramètre ici, eh bien, c'est la position. Quatrième et cinquième paramètre ici, c'est les dimensions. Donc vous avez vu que quand on ne les passe pas les dimensions, eh bien assez logiquement, Processing dessine l'image avec ses dimensions originales. Hein. Donc pour moi, 500 et 330 pixels. Alors évidemment, on peut faire dans l'autre sens. Hein. C'est-à-dire, moi, je peux dire, bah, tiens, on va faire 500 x 2 et 333 x 2. D'accord? Donc là, pareil. Et vous voyez qu'on a cet effet de pixelisation. C'est-à-dire que là, on n'a plus assez d'informations pixels, donc il va être obligé de combler les pixels manquants en dupliquant ou en répétant certains pixels. D'accord? Donc là, on a cet effet de pixelisation. Donc, je vais me remettre, tiens, ici, avec des dimensions un peu plus correctes. Là, typiquement, on pourrait effectivement, comme l'a fait Chloé, on pourrait charger, alors je pense que Processing le gère, P5JS le gère, mais on pourrait charger, pourquoi pas, des PNG avec des zones transparentes, donc ce qui nous permettrait d'avoir une espèce de brush, comme ça, qui permettrait de faire du dessin. Voilà, du dessin. Alors, pour se remettre un petit peu en jambe, on va réimplémenter la fonction mousePressed. Donc, le gestionnaire mousePressed ici. Et on va sauvegarder cette image. D'accord? Donc, la composition qu'on a faite, donc ça, c'est pour vous, voilà, pour vous rappeler cette fonction qui s'appelle save. Et save, donc, qui prend en paramètre une chaîne de caractères qui va correspondre au fichier, au nom de fichier qui va contenir donc la capture écran. Et on va faire save, par exemple, je ne sais pas, composition.png. D'accord? Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on clique sur notre image, eh bien, Processing donc, va sauvegarder le fichier composition.png qui va contenir donc, le dessin qu'on a fait sur le canvas. D'accord? Monsieur, excusez-moi, mais moi je suis encore au même point, donc je vous ai perdu, donc j'arrive toujours pas à l'image. Ah, t'as toujours pas l'image? Je comprends pas. En fait, je comprends pas le problème. J'ai pas trop compris le problème en fait. Ah, alors attends, je reprends ton sketch. J'ai changé d'image et tout, et j'ai toujours pas compris le problème. Ouais. Alors, attends, hop. Je remets ton sketch. Donc img paysage.jpeg. Donc ça a l'air bon. Ouais, ça m'a l'air bon. Je crois que c'est au niveau du load image, il a pas mis la majuscule. Oui, exact, oui, bien vu. C'est ici. Voilà, c'est un I majuscule. Ah, et donc là, voilà, là ça fonctionne, voilà. Là ça fonctionne. Oh putain, ok, ouais. Ouais, c'était juste ça. Ouais, des fois on le voit pas tout de suite, mais effectivement. Donc c'est la règle dans Processing quand vous avez des Merci, noms Cam. de fonctions comme ça qui sont composés de plusieurs mots. Vous avez toujours le premier mot avec une minuscule et le deuxième mot ou les mots suivants avec une majuscule. Donc là, ça marche pour create canvas et ça marche pour load image. Voilà. Donc ça, alors attends, je vais regarder ce qui te mettait comme erreur. Donc après, voilà, il faut aussi, quand on commence à programmer, à essayer d'interpréter les erreurs qui sortent dans la console.
Donc là, par exemple, elle est assez explicite, l'erreur. Et vous voyez qu'il vous dit load image is not defined à la ligne numéro 6. Donc, ligne numéro 6, c'est bien celle-là. Et donc, load image, en gros, ça veut dire que ça n'existe pas. C'est quelque chose qui ne comprend pas. Voilà. Donc là, c'était bien un problème de majuscule. OK, donc ça doit fonctionner. Chloé, tu as réussi à te débrouiller avec ton image? Mais du coup, j'ai pris le vôtre. Parce Ouais, que- tu as pris le... Ouais, bon, OK. Il faudrait que tu peut-être m'envoyer l'image, que je regarde ce qui se passe par email pour voir si... je pense que le format PNG est supporté quand même. Donc là, on est ici. On a rajouté donc ce gestionnaire ici, MousePressed, qui va exécuter donc le bloc de code ici, Save Composition. Donc si j'appuie sur la souris, ici, eh bien rien ne se passe. Alors, normalement, je vais relancer peut-être. Voilà. Donc là, il me propose. Alors, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et donc là, il me propose effectivement de sauvegarder donc le fichier. Voilà, ici sur mon disque dur. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc j'ai exporté à partir de mon sketch eh bien, cette composition, en tout cas ce dessin. D'accord? Donc par l'écriture de ces quelques lignes ici. Voilà. Je répète, le dessin ici. Ouais. Vous pouvez me montrer comment vous avez fait pour sauvegarder, s'il vous plaît? Alors la sauvegarde, ici, elle se fait donc en intégrant ce bloc de code ici, qui correspond donc au gestionnaire. J'appuie sur la souris. Voilà, donc ça, c'est exécuté que lorsque l'utilisateur appuie sur la souris. Et ici, alors vous ne devez pas le voir, mais quand vous cliquez sur votre sketch, normalement, il vous ouvre un sélecteur de fichiers, d'accord, avec le nom du fichier que vous voulez sauvegarder. Donc ça, vous le sauvegardez quelque part. Moi, je l'ai sauvegardé sur le bureau. Et après, pour vous le montrer, j'ai glissé, déposé l'image dans le navigateur. Voilà. Donc ça devrait fonctionner. Je vous passe le code dans le chat. Hop. Si vous voulez le copier-coller. Hein. Donc attention, là pareil. Hein. Vous voyez, mouse pressed. Attention, c'est un P majuscule. Parce qu'il y a il y a deux mots. Donc il y a mouse et pressed. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Alors pour que ça fonctionne, il faut que vous cliquiez sur le sketch. Enfin, sur votre canvas, pardon. Donc ça devrait fonctionner. Je pense. Alors pareil, après on peut s'amuser hein, à utiliser donc cette image. Alors je vais mettre ça en commentaire ici. Et par exemple, je vais dessiner, je vais utiliser un autre mode de dessin. Donc je vais dessiner mon image qui part de 0 et dont la largeur et la hauteur, par exemple, vont suivre la position de la souris. Donc ça, qu'est-ce qu'elle veut dire cette ligne? Ça veut dire que je vais toujours dessiner mon image à partir de l'origine. Donc j'ai mis en commentaire image mode center, donc ce qui veut dire qu'elle va se dessiner à partir de son coin. Et ensuite, la largeur et la hauteur vont être directement paramétrées par la position de la souris. D'accord? Donc vous voyez, hop, on a des choses comme ça. Donc, ce qui peut être pas mal. Ça crée un effet un peu des effets télé des années 70. Une espèce de tunnel comme ça, de répétition de forme. Alors peut-être même, tiens, je vais peut-être me remettre en image mode center. Hop, et alors là, pareil, je fais des tests hein, et je vais la dessiner. Je vais la dessiner. Alors, en width divisé par 2 et height divisé par 2. Tiens, je vais vous présenter aussi ces deux variables. Donc là, j'ai utilisé deux nouvelles variables. Moi, je n'avais pas forcément prévu de vous les présenter, mais bon, comment on regarde les variables.
Donc, j'ai utilisé cette variable width, vous voyez qu'elle se colore en rouge, et j'ai utilisé cette variable height, ici, qui se colore aussi en rouge. Et en fait, width et height, donc c'est deux variables qui sont prédéfinies par P5JS, donc on les range un petit peu à côté de MouseX et MouseY. Et width et height, elles vont contenir la largeur de votre canvas, d'accord, largeur et hauteur de votre canvas. Donc ça, c'est pratique, notamment, eh bien ici, width et height divisé par 2, ça veut dire donc que je positionne mon image au centre de l'écran. D'accord, width divisé par 2, ben, pour moi, il va contenir 500 divisé par 2, ça va être 250. Et height divisé par 2, donc 333 divisé par 2, pour moi, ça va faire à peu près, j'en sais rien, 160, tout comme ça, 165. D'accord? Donc, je répète, width et height sont deux variables qui sont automatiquement définies par processing une fois que vous avez appelé create canvas. Et ces variables vont être associées à la largeur et à la hauteur de votre canvas. D'accord? Donc, ça, c'est chouette parce que si pour une raison X ou Y, vous décidez de changer la taille de votre canvas, mais que bien, vous voulez dessiner quand même par rapport au centre de l'écran, eh bien, vous êtes sûr que width divisé par 2 en X, ce sera toujours pile au centre de l'écran. Et height divisé par 2, ce sera toujours à la mi-hauteur de votre canvas. D'accord? Et donc là, ce que j'ai fait, bien, c'est que je dis que je dessine mon image en la positionnant au centre et dont la largeur et la hauteur vont dépendre de la position de la souris. D'accord? Donc, ce qui me permet de créer comme ça cette composition. Donc, vous voyez là, quand je me déplace sur l'axe des X, je fais varier la largeur. Donc ici, je suis en 0. Ici, je suis en 500 pour moi. Et puis pareil, ici, sur la hauteur. Donc, ça permet de faire des choses intéressantes. Voilà, donc là, deux modes de dessin. Un mode plutôt où on utilise notre image comme brush pour dessiner quelque chose sur l'écran avec une répétition. Et ici, plutôt composition où on va utiliser, on va moduler la largeur et la hauteur pour utiliser donc les pixels de l'image comme pattern. Voilà, donc si je me repositionne ici, en fait l'image rentre et je peux, si je fais une bonne diagonale, voilà, pas mal. Donc là, ça, en cliquant, je peux sauvegarder, voilà, et je récupère mon image. D'accord? Ça fonctionne pour vous? Vous n'avez pas de... Donc j'ai sauvegardé, j'ai fait CTRL-S. Vous pouvez vous référer à ce sketch si jamais vous avez des soucis. Donc faites bien attention. Donc au nom des gestionnaires, au nom des fonctions. Donc les fonctions qui sont connues par processing, il les colore toujours en bleu et en gras, ce qui n'est pas le cas des gestionnaires. Et voilà, si jamais vous avez une erreur, le premier réflexe, c'est d'essayer d'interpréter l'erreur qui est produite dans la console. Donc, je sais que P5JS a fait des efforts dans ce sens-là pour essayer de produire des erreurs qui sont, on va dire, entre guillemets, lisibles par un humain. Souvent, les erreurs qui sont retournées dans les programmes, en fait, sont presque cryptées un petit peu, donc il faut savoir décoder. Donc là, il y a eu un effort qui a été fait. Donc, premier réflexe, essayer de comprendre l'erreur. Donc, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des erreurs de syntaxe. Et donc, ces erreurs de syntaxe, elles peuvent être un petit peu de différents types. Donc, les erreurs de syntaxe sur l'appel d'une fonction, en général, il va vous le dire. Mais on a eu le cas tout à l'heure avec Alexis de l'écriture d'un gestionnaire qui n'existait pas. Donc, comme il n'existe pas, Processing ne va pas l'exécuter. Et donc, on était passé directement au setup avec une erreur qui était un petit peu indirecte, dans le sens où on avait, pour Alexis, IMG qui n'était pas défini, donc qui était lié au fait qu'elle n'était pas chargée et lié au fait que le nom du gestionnaire était mal défini. Donc, un mauvais nom de gestionnaire,
n'est pas une erreur de syntaxe. C'est simplement qu'un gestionnaire qui est attendu par processing, si vous l'écrivez mal, eh bien, il ne va pas l'appeler. Et donc, les actions ne seront pas effectuées. Et donc, très certainement, vous allez avoir eh bien, des soucis dans une fonction en fait, qui n'est pas forcément liée à l'origine de l'erreur. Voilà. Donc, là, il faut presque être un petit peu enquêteur et remonter le fil la chaîne des erreurs. Donc, ce qui n'est pas toujours évident quand on développe. Ok, voilà. Donc ça, c'est pour la partie donc chargement d'une image et affichage avec donc la fonction image et donc avec différents paramètres. Vous voyez, donc on a joué avec mouse X et mouse Y. Alors pareil, hein, je vous le, enfin si je peux vous le montrer, tiens, j'allais dire je vous le montre pas, mais on peut pourquoi pas utiliser ce qu'on a vu les semaines précédentes, c'est-à-dire ici, on va dire par exemple IMG, width divisé par 2, height divisé par 2. Et pareil, on peut remplacer donc la largeur et la hauteur par un random, par exemple, j'en sais rien. Bah, tiens, on pourrait faire un random donc de 0, j'en sais rien, 400 et random donc de 0 ici, virgule, les 300. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire cette ligne-là? Ça veut dire que je vais dessiner une image qui est centrée et dont les dimensions, les largeurs et les hauteurs sont sélectionnées au hasard entre certaines valeurs. D'accord? Donc là, pareil, on recrée une animation et un petit peu hypnotique avec l'utilisation de random. D'accord? Donc là, on a notre mode de dessin. Voilà, donc pour l'utilisation de random. Donc ça, pour vous montrer que eh bien, ces fonctions-là ou ces variables-là qui retournent des valeurs ou qui sont associées à des valeurs, eh bien, on peut les utiliser dans d'autres fonctions, où bon nous semble. Donc là, on pourrait faire pareil. Par exemple, si on décidait de positionner cette image au hasard sur l'écran, on pourrait mettre un random ici et ici. Ce serait pareil. Ok, bon ben voilà pour ça, en tout cas pour ces fonctionnalités-là. Ah ben si, ce que je voulais vous montrer, alors je ne l'avais pas mis sur le déroulé du cours sur le GitHub. Je vais vous montrer une fonction qui permet, en fait de filtrer, d'appliquer des filtres dynamiquement à des images. Donc un petit peu comme des filtres Photoshop, par exemple des filtres de floutage ou des filtres alors le terme c'est threshold, c'est-à-dire en gros il va calculer les zones de luminosité sur une image. Alors ça, alors j'hésite, je vais peut-être, comment on va faire? J'hésite à vous le montrer dans ce sketch, mais ça risque de faire beaucoup de choses ici avec des commentaires un peu dans tous les sens. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est qu'on va laisser ce sketch dans cet état-là. Et on va peut-être, ce que vous allez faire, c'est le dupliquer, en fait. On va le dupliquer. Et voilà. Donc, quand il duplique un sketch, en général, il duplique non seulement le code, mais aussi les médias que vous avez associés dans le sélecteur de fichiers. Donc là, je l'ai dupliqué. Vous voyez qu'il porte le même nom, mais avec la marque ici, copie. Donc, je vais ici peut-être, puis on va l'appeler filtre image. Donc, je vais simplement vous montrer cette fonction. Je vous passe le sketch et vous pouvez enlever tout ce qu'il y a dans le draw. En fait. On va enlever. Alors, je réfléchis. Ouais, on va enlever tout ce qu'il y a dans le draw. Et on va peut-être enlever aussi le mouse pressed. Voilà. Donc on conserve que le chargement d'image et la création d'une canvas qui correspond donc à la taille de l'image. Je vous envoie le sketch ici. Si vous voulez
voilà, le dupliquer directement. Peut-être ce sera plus simple et plus direct. Et voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner l'image. Ici, donc on va la dessiner en IMG, on va la dessiner en 0, 0. Et une fois qu'on a dessiné l'image, on peut appliquer un filtre. Donc ça va être la fonction filter. Alors, elle ne va pas appliquer le filtre à l'image en elle-même, elle va appliquer le filtre sur le canvas. Bon, comme on dessine l'image sur le canvas, on a l'impression que le filtre va être appliqué à ce canvas. Et on va pouvoir, par exemple, la flouter. Donc, on va passer un premier paramètre qui s'appelle blur, et on va lui passer un niveau de floutage. D'accord ? Donc, le niveau de floutage, il va de 1 jusqu'à, c'est des valeurs entières qui vont de 1 jusqu'à 10. Donc, en gros, ça veut dire que, par exemple, si vous passez le paramètre 10 ici, il va faire 10 fois le floutage. Hein. Donc, on floute. Sur cette image floutée, on refloute et ainsi de suite. Donc, ça va énormément flouter. Alors, il faut savoir que c'est des opérations très, très lourdes. Donc, on va se contenter peut-être de faire un filter blur niveau 2. Voilà. Donc là, voilà. Si on charge l'image, vous voyez que ici, votre image est très, très, très légèrement floutée. Alors, on va pouvoir peut-être, mettre 10. Là, vous voyez qu'avec 10, eh bien, on floute carrément l'image. D'accord ? Donc, on pourrait même, on va se faire un truc. Vous allez voir un peu les calculs à l'œuvre. On va pouvoir, toujours pareil, se passer des paramètres un petit peu dynamiques. Donc, on va dire mouse X. Alors là, il va falloir être assez précautionneux pour ne pas avoir des valeurs très, très grandes. Et donc, on va diviser mouse X, donc qui pour moi va varier entre de 0 jusqu'à, on était quoi, 500. Donc, je vais le diviser, allez, par 50. D'accord ? Tiens, même par 100. Donc là, ce que je fais, c'est que je lui indique que le blur, donc le floutage, va être dynamique et il va dépendre de la position X de la souris. Donc, comme mouse X va varier entre 0 pour moi et 500, eh bien, mouse X divisé par 100, c'est un nombre qui va varier entre 0 et 5. D'accord ? Donc, je devrais... Voilà. Donc, vous voyez là, hop, au fur et à mesure que je bouge la souris, eh bien, j'applique mon flou. Donc, l'intensité du flou qui dépend vraiment de la position X de la souris. Là, on le voit à l'œuvre. Voilà, donc ça, c'était simplement pour vous montrer cette fonction, filter, qui prend un ou deux paramètres. Donc, d'autres paramètres, je vais vous montrer. Il y a d'autres... Tiens, je vous le copie-colle ici dans le chat. Il existe d'autres écritures possibles avec filter. Et donc, vous avez notamment... Alors, de mémoire, mais vous avez... Voilà. Gray, alors c'est peut-être Gray tout court, ouais, c'est Gray tout court. Voilà, qui en gros, eh bien, dessine votre image, ou en tout cas, le contenu du canvas est passé au filtre noir et blanc. Voilà, d'accord. Donc vous voyez que là, tout est devenu noir et blanc. Donc vous avez celui-ci, vous avez le filtre, alors je ne sais plus comment il s'utilise, mais vous avez filter qui s'écrit comme ça. Je ne sais pas s'il prend un deuxième paramètre. Voilà. En gros, voilà, vous avez ce filtre-là qui filtre en fonction de la luminosité des pixels. Donc, plus les pixels sont lumineux et il les passe au blanc, et les pixels sombres, il les passe au noir. Donc, c'est une espèce de filtre un peu binaire. Donc, je ne les connais pas tous, mais c'est parfois intéressant de travailler avec ces filtres. Mais vous pouvez les trouver sur la référence donc P5JS. Ici, voilà, si vous allez donc dans la référence, vous tapez filter, hop, et voilà, vous allez avoir tous les mots-clés, voilà, que vous pouvez utiliser. Alors, je les connais pas tous. Bon, à essayer. Donc là, vous voyez, il y a le filtre. Alors,
va chercher les filtres ici. Voilà, ici, il y a peut-être de meilleurs exemples. Voilà. Donc, niveau de gris, on l'a vu. Opaque, je ne sais pas à quoi il correspond. Ah oui, inverte, donc il inverse les couleurs. Ça peut être mal à tester. Si on va le tester, hop, on va l'écrire. Filtre inverte. Là, en gros, ce qui était noir devient blanc et vice-versa. Donc, sur les canaux RGB de votre image. Donc là, ça, on l'applique au canvas. Alors, j'ai vu là, j'ai vu en tapant dans la référence qu'en fait, on peut l'appliquer directement à l'image. D'accord? Donc ça, par exemple, si vous dessinez des choses ici sur votre canvas, eh bien, le filtre va s'appliquer vraiment au canvas en entier. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois qu'on a chargé l'image, eh bien, donc je mets ça en commentaire. Une fois qu'on a chargé l'image, donc quand on se retrouve ici dans le setup, on va pouvoir lui appliquer directement à cette image un filtre. D'accord? Donc ça va s'écrire img.filter et on va lui passer donc les mêmes mots-clés qu'ici. Par exemple, invert. Donc vous allez voir, au niveau du résultat, voilà, c'est pareil, sauf que l'image que vous dessinez maintenant, elle a été intrinsèquement modifiée par ce filtre. D'accord? Ce n'est pas les pixels que vous affichez sur le canvas qui sont passés au crible de ce filtre, mais c'est vraiment l'image en elle-même qui a été modifiée. D'accord? Donc c'est peut-être un petit peu subtil, mais dans son écriture ici simple, filter, vous appliquez un filtre aux pixels du canvas, donc à tous les pixels. Donc si on avait dessiné des formes géométriques, eh bien, elles auraient subi donc, le traitement du filtre. Or, quand j'écris ici sur ma variable .filter et puis des mots-clés ici, c'est bien l'image en elle-même qui a été changée. Hein. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que quand on la redessine, eh bien, elle se dessine ici sans qu'on ait à appliquer le filtre. Donc après, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être marrantes à faire. Je pense qu'on peut enchaîner les filtres. Par exemple, donc là, on inverse et je vais lui appliquer, par exemple, hop, hein. Ça, je pense que ça fonctionne. Et ça donne un niveau noir et blanc qui est inverse par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et puis, ben, pareil, je suppose qu'on peut enchaîner et on peut dire, par exemple, ben, foute-moi ça à un niveau de 10. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va étaler le blanc. D'accord? Voilà. Donc ça, encore une fois, quand on l'applique ici sur la variable, le filtre, c'est l'image qui est filtrée. Donc là, on perd en quelque sorte les pixels originaux de l'image. Mais ça peut être intéressant. Ça pourrait être intéressant de modifier cette image dynamiquement. Voilà, donc ça c'est pour la partie filtre. Donc deux écritures, une écriture simple filter qui prend les pixels du canvas et applique le filtre, et une deuxième écriture qui agit plutôt sur une variable de type image. D'accord? Voilà. Donc ça, vous pouvez aller dans la référence et essayer les différents filtres. Donc, il y en a que je connais pas. Si vous êtes plus familier peut-être de Photoshop ou de logiciels de dessin, peut-être que ces mots-clés-là vous parlent. Voilà. Voilà, donc vous pouvez essayer. Donc on en a essayé là les principaux, on va dire. En tout cas, les plus peut-être les plus explicites. Alors, on va terminer ce TD par en tout cas, on va aller chercher des informations dans notre image, des informations de pixels, vous allez voir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un effet de pointillisme. C'est-à-dire qu'au lieu de dessiner l'image simplement en la redessinant par le biais de la fonction image, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller extraire, donc dans notre fonction draw, on va aller extraire un pixel de l'image, et ce pixel-là,
on va extraire sa couleur et on va le redessiner avec une forme géométrique. D'accord? Donc, au lieu de dessiner, par exemple, simplement un point qui correspond donc à la couleur du pixel, on va dessiner, j'en sais rien, un carré ou un cercle ou une autre forme géométrique. D'accord? Donc, on va créer en quelque sorte notre propre filtre, donc qui ne sera pas écrit avec la fonction filter, mais qui va redessiner cette image avec une technique générative, donc d'interprétation de couleurs de pixels pour le passer à une forme. OK? Donc, on va faire ça. Alors, comment on peut faire pareil, je pense qu'on va... Tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce sketch. Donc, vous pouvez... Alors, je réfléchis en même temps. Je réfléchis comment on pourrait procéder. Bon, je vais sauvegarder celui-ci, je vais le dupliquer et je vais l'appeler ici. Et je vais, pareil, donc là je garde ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Là je fais ça un petit peu par paresse, enfin parce que c'est pratique aussi, pour conserver, voilà, simplement le chargement de l'image. Voilà. Et donc déclaration de la variable, chargement de l'image, création d'un canvas donc, qui s'adapte à la taille de notre image, et dans le draw pour l'instant, on n'a rien. Okay, donc je vous passe ça si voilà, vous voulez travailler là-dessus en même temps que moi et le dupliquer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser sur notre variable IMG, on va utiliser une fonction, un petit peu à l'image de ce qu'on vient d'utiliser de la fonction filter. Et on va accéder en fait à n'importe quelle couleur d'un pixel, de cette image. D'accord? Donc ça, on va sauvegarder cette information de couleur dans une variable. Donc on va associer à une variable des informations de couleur. On a le droit. Et on va utiliser donc cette information de couleur pour la passer à des fonctions type fill ou stroke pour dessiner donc des formes géométriques. Donc on va commencer assez simple en fait. Et on va alors comment on va faire? On va dessiner là en premier lieu l'image ici. Donc on va la dessiner 0, 0. Donc je vais vérifier que ça. OK. Super. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer ici une variable qui va stocker donc la couleur d'un pixel. Donc, je vais l'appeler, comment je vais l'appeler? Couleur, par exemple, pixel. D'accord? Donc, pareil, c'est une valeur qui, par défaut, on ne lui assigne pas de variable. Par contre, c'est dans la fonction draw, en fait, où on va assigner en permanence cette valeur, cette variable. D'accord? Donc, couleur pixel, on va ici récupérer, donc on va dire égal. Et donc là, on va écrire img get, par exemple, 50,100. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va récupérer sur notre variable image, par le biais de cette fonction donc get, on va récupérer la couleur du pixel qui est positionnée en 50,100. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder dans l'image, en fait, le pixel qui se trouve à la coordonnée 50,100, donc ça doit être par ici pour moi, et il va sauvegarder ces informations de couleur à l'intérieur de cette variable. D'accord? Donc, dans couleur pixel, va contenir des informations de couleur. Donc, techniquement, c'est un tableau. Donc, ça, on le verra plus tard quand on va gérer des systèmes de particules. Et pour l'instant, voilà, on se contente de se dire, dans couleur pixel, il y a des informations de couleur. Donc ça, on va pouvoir l'utiliser dans un fil, par exemple. On va directement lui passer cette variable. D'accord? Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on définit la couleur ici, le remplissage de formes géométriques qu'on va dessiner à la couleur du pixel qu'on a extrait de notre image à la position 50,100. Donc là, je relance, ça ne fait rien.
Et pourtant, donc là, je vérifie simplement que mon code s'exécute sans erreur. Je n'ai pas d'erreur. Il fonctionne bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner. Donc là, on va créer simplement une petite application de color picker très, très simple. Et là, on va dessiner. Alors, je vais me placer en no stroke, donc pas de couleur de contour. Et je vais dessiner donc un rectangle en 0, 0 et 50, 50. Donc là, ce qui devrait se passer, c'est que je vais dessiner un rectangle donc, dont le coin est en 0, 0, qui fait 50 de large et 50 de haut, et dont la couleur, normalement, devrait correspondre au pixel donc, qui a été sélectionné avec cette écriture-là. D'accord. Donc on va regarder, et j'ai bien ici un pixel donc, qui se dessine en beige, qui semble correspondre à peu près à la couleur. Alors, je vais essayer tiens, de prendre un pixel en 250, j'en sais rien, 100, j'ai dit quoi, 160 tout à l'heure, donc qui correspond à peu près au milieu de mon image, et je devrais récupérer, donc soit si j'ai du pot, je tombe sur le noir, ou soit plutôt, à mon avis, sur un gris clair. Ah ben non, je suis presque sur un pixel noir. Donc vous voyez que cette fonction-là, elle permet de positionner, de récupérer en tout cas la couleur d'un pixel, et on stocke ça, on associe ça donc à une valeur, à une variable qu'on a déclarée ici en en-tête de notre fichier. D'accord. Donc on utilise cette information de couleur dans les fonctions qui s'utilisent avec des couleurs. Hein. Donc on en avait vu deux, fill et stroke. Et on dessine donc un rectangle. Alors, ce qui va être intéressant là, c'est qu'on va rendre un peu ça dynamique. Et plutôt que d'aller chercher ici le pixel, un pixel fixe, eh bien, on va aller chercher ici mouse X, mouse Y. D'accord. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va récupérer ici l'information de couleur qui se trouve sous la souris. D'accord. Là, vous voyez, hop, je suis là. Et là, ça fonctionne. Là, je vais ici, voilà, sur les motifs. Là, je vais là. Je vais aller sur la montre, sur les cheveux, voilà, sur le bras. Donc, vous voyez que ça fonctionne. Ça marche bien. Donc, par le biais de cette écriture-là, on récupère cette information de couleur dont on se sert dans une des deux fonctions fill ou stroke. Et là, on vient simplement dessiner un rectangle à la position de la souris. Pardon, un rectangle fixe, mais dont la couleur est paramétrée par la récupération de la couleur. Alors, on va aller peut-être un petit peu plus loin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va redessiner, en fait, alors je réfléchis, non, on va plutôt dessiner. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner maintenant, on va récupérer donc une couleur. Donc l'idée, c'est de récupérer au hasard. Donc là, on va remplacer image get, enfin mouse X et mouse Y par une valeur aléatoire. D'accord. Donc on va aller chercher au hasard des pixels sur notre image. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va redessiner ici exactement à la position sélectionnée. On va redessiner non plus un pixel, mais on va dessiner une forme géométrique. Donc, on va pouvoir dessiner un rectangle ou autre chose qui aura donc la couleur qui a été sélectionnée. D'accord. Donc, pour cela, on va se créer deux autres variables en fait qui vont nous détecter en fait une valeur aléatoire, qui vont stocker une valeur aléatoire en x et y. On va aller chercher donc la couleur à ce x et y, donc de manière aléatoire, et on va dessiner un motif géométrique à cette position, donc x, y, et qui va avoir évidemment la couleur du pixel qui a été sélectionné. Donc on va avoir un effet un petit peu pointilliste qui va se générer automatiquement. Donc on va avoir comme ça, au fur et à mesure du draw, des images, enfin une image qui se recompose. D'accord. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Et pour cela, donc ça va, je vais pas trop vite, hein, n'hésitez pas. Hein, si vous avez des soucis à me dire si ça va trop vite, si ça bug.
Donc là, le principe, pour terminer ce TD, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voilà, redessiner l'image en sélectionnant au hasard un pixel. Donc au hasard, ça va vouloir dire sélectionner des positions random sur X et sur Y. Et on va redessiner un pixel, donc sous forme géométrique, et qui est évidemment à la couleur de ce pixel. D'accord ? Donc vous allez voir, l'idée, c'est de reconstituer l'image, mais sous forme un petit peu abstraite avec des motifs géométriques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ça en commentaire pour l'instant. Donc ça, c'est, on va dire, c'était l'exemple, hop, on va dire color picker. Picker. Je vais mettre ça en commentaire. Et donc, je vais ici, voilà, créer deux variables. Donc, deux variables, j'ai parlé de x et y. On va, tiens, je vais les appeler x. Voilà. Donc ça va stocker en fait une position aléatoire dans ici le draw. Donc, ce qu'on va faire ici dans le draw, c'est qu'on va sélectionner ici une valeur aléatoire, donc entre 0 et donc ici entre 0 et évidemment la largeur de l'image. Donc on va écrire ça. D'accord ? Donc ça, vous êtes d'accord avec cette écriture. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x va contenir en fait un nombre sélectionné au hasard entre 0 et la largeur de l'image. Donc pour moi, entre 0 et 500. Je vais faire pareil pour y. Là, attention, entre 0, mais plus la largeur, mais la hauteur de l'image. Et donc, je vais stocker dans couleur pixel, écrire couleur pixel, eh bien, je vais prendre donc la couleur sur ce pixel aléatoire. D'accord ? Donc, je vais écrire quelque chose comme ça. Je répète, je sélectionne, je copie-colle, dans ma variable x et ma variable y, je positionne un nombre aléatoire qui dépend finalement de la largeur et de la hauteur de mon image. Donc là, je suis sûr de ne pas dépasser finalement, d'essayer d'aller chercher des pixels en dehors de l'image, ce qui provoquerait d'ailleurs une erreur. Et donc x, y vont contenir, par exemple, j'en sais rien, 234,56. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais aller choper ou prendre la couleur, donc exactement ce qu'on a fait, par le biais de la méthode imgget, donc en XY. Ça, je vais le stocker dans couleur pixel. Alors, toujours pareil, quand je développe, je vérifie que voilà, je n'ai pas d'erreur. Donc, je n'ai pas d'erreur sur la console. J'ai rien qui s'affiche ici, mais c'est normal, puisque dans le draw, eh bien, pour l'instant, j'effectue aucun dessin. On va positionner, donc on va se reprendre en no stroke et puis on va se faire un fil ici de couleur pixel. Là, pas de couleur de contour, enfin pas de dessin de contour et couleur de remplissage qui est positionné à la couleur du pixel que je viens de dessiner. Et ici, donc la petite subtilité, c'est qu'on va dessiner un cercle en XY, donc XY position au hasard que je viens de sélectionner, et on va le dessiner par exemple avec un diamètre de 50. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir, on va avoir une espèce de constellation de cercles qui va se dessiner, mais si on le laisse tourner, eh bien, il va reconstituer l'image. Alors c'est peut-être, on va dire que c'est peut-être un peu fort, je vais mettre plutôt 20 pixels. Donc là, si on le laisse se dessiner, on va deviner au bout d'un certain moment, eh bien, le dessin original. Donc c'est comme si on était capable finalement d'avoir un modèle à côté de nous d'une photo, puis on prend une goutte de peinture et puis on écrase le pinceau comme ça et on redessine notre image avec cette technique. Donc, si on le laisse tourner assez longtemps, mais il va finir par remplir l'écran. Je sauvegarde.
Donc pareil, on pourrait là implémenter ou avoir le gestionnaire MousePressed qui nous permettrait de sauvegarder, de prendre une capture d'écran de cette composition. Alors là, on peut jouer sur différents paramètres. On peut jouer évidemment sur la taille ici, donc qui est un paramètre assez intéressant et qui va en quelque sorte paramétrer aussi la vitesse avec laquelle on va remplir notre image. Donc là, si je peux aller sur des valeurs un petit peu extrêmes, on va aller à 5. Donc là, presque 5, c'est très petit. Donc il va falloir du temps avant qu'il remplisse tout le canvas. Pareil, quand j'ai comme ça des valeurs numériques, alors moi ce que j'aime bien faire, c'est tester avec des valeurs dynamiques. Donc on peut se mettre ici, par exemple, un mouse X divisé par, j'en sais rien, 500, allez, divisé par 10. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le point qui va se dessiner au hasard ou le cercle qui va se dessiner au hasard, son diamètre va être paramétré par, par mouse X. Donc, je peux faire varier la taille des points, ce qui peut être pas mal. Je peux aller vite comme ça, faire du remplissage assez rapide. Et puis, hop, je me positionne ici avec voilà, un remplissage assez moyen. Donc ça peut être pas mal sur voilà, pour la composition. Donc là, à partir d'une image, eh bien, on a créé une autre image avec un processus de création un petit peu abstrait, mais qui traite les données de l'image. Donc, on a vu qu'on pouvait récupérer donc largeur-hauteur, ce qui paraît assez naturel une fois qu'on a chargé une image, mais on peut avoir aussi couleur de chacun des pixels de cette image. Alors donc, parmi les paramètres, il y a effectivement ce diamètre, mais ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'on peut dessiner complètement autre chose. Donc là, par exemple, donc au lieu de dessiner un cercle, qu'est-ce qui se passe si je dessine un rectangle positionné en X et Y et qui aurait par exemple, j'en sais rien, 50 de large, je sais pas, faire peut-être un peu trop, donc 30 de large et 5 de haut. Là, on va avoir des petites barres qui vont se dessiner, mais qui ont la couleur donc du pixel. Donc ça peut être pas mal ça aussi d'essayer ce type de rendu. Donc là, pareil, je pourrais, tiens, on pourrait s'amuser sur la largeur à mettre mouse X. Donc là, j'essaie des choses, mais ça peut être intéressant. Donc là, on ne reconnaît pas trop, c'est un petit peu moins lisible qu'avec les cercles, mais on a une certaine cohérence. Alors pareil, tiens, je pense que ce qui pourrait bien fonctionner ici, ce serait peut-être de mettre un random de quelque chose sur la largeur. Donc, je ne sais pas, random, c'est un random 30. Et pourquoi pas random là. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va dessiner des rectangles, donc à la position XY, mais avec une largeur et une hauteur aléatoires. Donc, ça peut être assez intéressant quoi, aussi. C'est pas mal. Là, pareil, pour augmenter peut-être le taux de remplissage, je vais multiplier ça. Voilà, ce qui est pas mal. Petite préférence pour ce mode de dessin là, avec les rectangles. Voilà, donc pour résumer, vous avez vu qu'on a vu aujourd'hui que donc on pouvait associer à un symbole alphabétique, ce qu'on appelle une variable, on peut associer des données.
Donc, vous avez vu, ces données peuvent prendre plusieurs formes. Donc, ça peut être soit des nombres, ce qu'on avait utilisé avec nos random walkers, ou ça peut être soit des structures un petit peu plus complexes, donc type image ou type couleur d'un pixel. Pour charger les images, on va toujours procéder de la même façon. Donc, on va déclarer une variable. On va déclarer le gestionnaire preload qui va nous permettre, avant le setup, de charger, d'être sûr que quand on arrive dans le setup, eh bien, toutes les données ont été chargées. Donc, une fois qu'on a chargé dans notre variable IMG ces données, eh bien, on peut accéder à des informations qui sont propres au type de variable que l'on a déclaré puis que l'on a initialisé. Donc, pour une image, eh bien, on va avoir accès. Donc, on a vu quatre choses différentes. On a vu donc img.width qui permet d'accéder à sa largeur en pixels, img.height qui permet d'accéder donc à sa hauteur en pixels. On a vu la fonction tout à l'heure img.filter avec un ou deux paramètres qui permet d'altérer les pixels contenus dans la variable image ou associés à la variable image. Donc, on a vu un peu modifier une image qui a été chargée par le biais donc, de ces fonctions-là. Et là, on vient de voir donc, cette fonction img.get qui permet d'accéder donc à une information de couleur d'un pixel particulier positionné en XY sur l'image. D'accord. Donc, on a, premier exemple basique pour comprendre, color picker qui nous permet de récupérer donc cette couleur et d'affecter ou en tout cas de récupérer dans une autre variable qu'on a appelée couleur pixel ces informations de couleur qui nous permettent ensuite de l'utiliser donc dans fill ou stroke. Donc par exemple notre mode de dessin qui pourrait être assez intéressant, je n'ai pas testé mais ça pourrait être par exemple de dessiner une ligne qui part du centre de l'écran et qui rejoint un pixel en utilisant un stroke de couleur pixel. Donc on pourrait voir ce que ça donne. Voilà, donc j'en ai fini avec ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, il reste 2-3 minutes, vous pouvez, je vous écoute. Oui. Ouais, moi j'ai encore un problème. Ouais, dis-moi. Dans votre ligne 22, vous avez mis couleur pixel. Et Oui. seulement moi, quand je mets couleur pixel, Oui. il me met un message d'erreur alors que je l'ai parfaitement bien orthographié. Alors, qu'est-ce que tu as comme message d'erreur dans la console? Failed to execute get image data on. D'accord. Là. Alors, ça veut dire qu'il. Alors, ouais, attends, si tu peux me passer ton script, je vais regarder. Mais peut-être que tu essaies d'aller chercher des pixels qui n'existent pas. Alors, ça, c'est une erreur, hein. Je ne voulais pas montrer. Mais si on essaye d'aller chercher, de faire un img.get à des positions qui dépassent les dimensions de l'image, eh bien, on récupère une erreur. D'accord? Donc, là, voilà, j'ai fait en sorte. Ah, voilà, le sketch arrive. Alors, je vais aller voir. Alors, donc, je vais lancer ça. Voilà. Ok, tu as une erreur. Ouais, d'accord. Donc là, voilà, ça fait partie des erreurs un peu qu'on ne comprend pas trop. Donc, alors attention, ouais, c'est random ici, img.width et .height, en fait. Donc, random, c'est une fonction qui prend deux paramètres séparés par une virgule et on accède ici à .width et .height de l'image. Voilà, c'était juste ça, en fait, l'erreur. Donc là, je ne sais pas ce qu'il essayait de faire avec l'écriture que random 0,img,width, à mon avis, pas grand-chose, mais c'était ça l'erreur. D'accord, ok, merci. Voilà, Ça sert à rien à chaque fois. Voilà. Donc attention, hein, c'est quand on cherche des propriétés sur un objet, c'est img point quelque chose là pour nous. img.width, img.height, c'est img.get. Voilà. Donc là, c'est vrai que typiquement, on avait une erreur qui n'était pas forcément très lisible, en tout cas.
Voilà. Donc ça, je vais passer, positionner ces sketchs bien dans le dossier de sketch. Voilà. Donc qui est disponible en lien ici hein, voilà, pour vous rappeler. Vous avez cours 3 ici. Et vous avez voilà, la collection de sketchs en ligne. Hein, donc vous pouvez revenir là-dessus. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter la vidéo et je la mettrai en ligne tout à l'heure, là, dans l'après-midi. Et puis voilà. Puis on se retrouve donc lundi. Donc lundi, on va continuer sur la lancée. Donc on va modéliser en fait ce que je vous indiquais en début de cours tout à l'heure. On va modéliser une bille qui va être capable de rebondir sur les parois donc de notre canvas. Et pour cela, eh bien, on aura besoin d'une nouvelle notion qui sera aussi pareil réutilisée après dans les autres cours, qui est la notion de branchement. Donc on sera capable d'écrire si la bille arrive trop à gauche, eh bien, elle rebondit et puis elle repart dans l'autre sens. Donc, on écrira un modèle de bille avec position, vitesse et puis peut-être je vous montrerai aussi accélération. D'accord ? Donc ça, j'ai fait ça, voilà, si vous êtes un peu curieux, sur le GitHub, j'ai fait ça de manière un peu plus formelle avec les L3. Donc, on a étudié là, il y a quelques temps, des systèmes de particules qui bougent un peu dans tous les sens. Donc, on n'ira pas si loin parce que ça utilise pas mal de notions. Mais en tout cas, on prendra cette piste-là. Voilà. Eh bien, je vous dis à lundi et puis bonne fin de semaine. Voilà. Merci beaucoup, à lundi. Bonne semaine à vous aussi. Bonne journée. Au Merci revoir. beaucoup. Merci, Bonne journée, au à revoir. lundi. Au revoir.